Lady Diana, c'est un peu comme le James Bond de la royauté. Glamour, mystérieuse et toujours sous les projecteurs. Mais Diana, c'est aussi une fin tragique. Entre les scandales, les paparazzis et son incroyable popularité, c'est presque à se demander si c'était pas la vraie star de la famille royale. Désolé Charles. Bonjour à tous, moi c'est Caillou. Vous pouvez me retrouver tous les jeudis à 18h et quelques dimanches par mois pour de nouvelles histoires. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler de la princesse Diana. Alors installez-vous, surtout abonnez-vous et mettez-moi un petit pouce bleu, c'est très important. Et si vous êtes prêts, on est parti! L'histoire de la princesse Diana n'a rien d'un conte de fées. Après avoir eu 2 filles et un garçon, hélas mort-né, John et Frances Spencer espéraient un nouvel héritier. Un mâle à qui serait transmis un jour titre et la plupart des biens familiaux. Leur déception est d'autant plus immense lorsque Diana ouvre les yeux sur le monde le 1er juillet 1961 à Park House sur le domaine de Sandringham. Oui, bon, à l'époque, c'était encore très patriarcal, hein. Peut-être qu'effectivement, les parents de Diana, ils étaient déçus d'avoir une fille. Et moi, j'y peux rien s'il fallait un bout de kiki pour hériter à l'époque. Et d'ailleurs, Diana, elle tient son prénom d'une lointaine ancêtre qui est morte de la tuberculose à 25 ans. Comment te dire que tu n'étais pas désiré sans te dire que tu n'étais pas désiré? Diana ressentira donc un terrible sentiment de rejet qui l'accompagnera toute son enfance. Même encore après que son petit frère soit né. Elle n'aura donc pas un début de vie très drôle, car sa mère va enchaîner les allers-retours à l'hôpital pour résoudre son incapacité à donner un héritier à son époux. Il naîtra cependant 3 ans plus tard, mais pour Diana, le mal est fait. Mais c'est quand même une dinguerie de faire vivre à ses enfants tes problèmes d'adulte. Et là, c'est un message pour tous les parents. Si vous avez des problèmes dans la vie, mêlez pas vos enfants à tout ça. Puisqu'en l'occurrence, pour Diana, il y aura par la suite de vraies conséquences. Et le bal n'est pas terminé pour Diana. Elle est loin d'imaginer que ses parents se déchirent. Ultra mondains, John et Frances Spencer ont fait des infidélités leur sport préféré. En 1967, le couple se sépare et 1 an plus tard, le comte Spencer obtient la garde exclusive de ses 4 enfants et chasse son ex-épouse du domaine. En 1969, le divorce est finalisé, tandis que Frances se remarie avec son amant, Peter Shankide. Diana a alors 7 ans et vit un réel cataclysme. Comme vous le comprenez, Diana n'a pas eu un début de vie des plus rigolos. Ses parents divorcent, sa mère se remet en couple et se marie avec son amant qui a fait fortune dans la moquette quand même. Elle est passée d'un comte à un vendeur de moquette. Et bien sûr qu'il n'y a pas de saut métier, mais bon, quand même. Et il faut croire que l'adultère, c'est à la mode dans l'aristocratie anglaise. En conséquence de tout ça, à l'époque, elle va commencer les crises de boulimie. Et bien que ce combat soit bien documenté, il est moins connu que Diana utilisait cette expérience par la suite pour se connecter à des jeunes en difficulté. Lors de visites dans des hôpitaux, elle parlait souvent de ses luttes personnelles pour inspirer ceux qui vivaient des situations similaires. Une des grandes forces dans la vie de Diana, c'est qu'elle a pris le négatif qu'elle vivait pour en faire du positif. Mais heureusement, il n'y a pas eu que du négatif dans sa vie. Peu de gens le savent, mais Diana était une pianiste accomplie. Elle a reçu une formation musicale dès son plus jeune âge et jouait souvent pour se détendre. Et avant de devenir princesse, Diana rêvait de devenir danseuse professionnelle. Elle adorait le ballet et aurait aimé poursuivre une carrière dans cet art si sa vie avait pris une direction différente. Et malgré toutes les épreuves qu'elle doit vivre aussi jeune, son frère sera un de ses plus proches complices. Suite à ça, néanmoins, quand elle a 16 ans, on est en 1977 et elle va quitter le foyer familial. Elle va se rendre en Suisse, à l'Institut Alpin Ville de Manette, pour parfaire son éducation. Ah, chocolat, salut hop. Et c'est cet été de la même année que sa vie va commencer à basculer. Sa sœur aînée, Sarah, lui a présenté son petit ami qui n'est autre que le prince Charles. Nous sommes en 1977 et Charles a 28 ans et commence à sortir avec Sarah, âgée de 22 ans.
S'ils semblaient avoir passé des moments heureux ensemble, leur histoire a été brève. Leur relation a explosé après que Sarah Spencer ait révélé en toute franchise dans une interview qu'elle n'était pas attirée par le prince Charles. Elle a déclaré notamment « Charles me fait beaucoup rire. J'aime vraiment être avec lui. Mais il n'y a aucune chance que je l'épouse. Je ne suis pas amoureuse de lui et je n'épouserai pas quelqu'un que je n'aime pas, qu'il soit Edward ou One of the Two. » Wow, ce qu'elle lui a mis! Bah ça m'étonne pas qu'ils se soient pas mariés, hein, ces deux-là. Hein. On peut dire que les filles Spencer et la famille royale, c'était pas une grande histoire d'amour. Hein? Vous inquiétez pas, c'est pas fini. Une fois la tempête terminée, en 1979, Diana débarque à Londres avec un grand sentiment de liberté. Sa mère lui a offert un petit appartement et elle devient même assistante dans une école maternelle tout en prenant des cours de cuisine dans une académie autrefois fréquentée par la reine elle-même. Et elle vit sa meilleure vie. Diana déclarera elle-même que c'était un des moments les plus heureux de toute sa vie. Par contre, derrière son dos, il y a un petit complot qui est en train de se tramer. Au début des années 70, après s'être engagé auprès de la Royal Navy, le prince Charles revient et découvre que Camilla Shand, son amour de jeunesse, s'est mariée en 1973 avec le major Andrew Parker Bowles, évitant ainsi les contraintes d'une vie dirigée par la famille royale. Il regrette de ne pas lui avoir demandé de l'attendre, mais accepte la situation. Non, mais puis vous vous rendez compte, il va quand même pas se marier avec une roturière. Et en plus de ça, elle est catholique. Alors oui, ça a sa petite importance pour la famille royale. Il fallait que la promise de Charles soit protestante, puisqu'à ce moment-là, je vous le rappelle, l'Angleterre est en plein conflit avec l'Irlande. C'est pas le moment que le prince héritier, il se marie avec une catholique. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire de lui, hein? Il y a bien eu cette Sarah Spencer, elle remplissait les critères, mais vu ce qu'elle a dit, ce n'est pas possible. Le temps presse. Elisabeth II et le prince Philippe pensent à Diana Spencer comme épouse parfaite pour leur fils. Le protocole étant bien moins souple qu'à l'époque de William et Kate, le prince Charles n'a pas vraiment son mot à dire. D'autant que Diana remplit tous les critères. Une excellente réputation, une famille connue, et elle ne s'est encore jamais mariée. Ils ont 13 ans d'écart, mais peu importe, qu'est-ce qu'on s'en fout? Diana Spencer, alors âgée de 19 ans, est donc élue future reine d'Angleterre. Les fiançailles sont annoncées en février 1981. Et en fait, les rencontres vont se faire par grand-mère interposée. Mariage forcé. Mais non, c'est pas un mariage forcé, voyons. C'est un mariage d'amour, on vous a dit. Ah bah Diana, elle aurait très bien pu dire non, hein. Elle aurait juste été déshéritée. Bon, qu'est-ce que c'est un déshéritage? Après tout, je vous le demande, hein. Le 6 février 1981, Charles lui demande en effet sa main et l'enjoint à choisir sa bague de fiançailles. Elle opte pour un saphir de 18 carats entouré de 14 diamants. 2 semaines plus tard, la presse relaie l'officialisation depuis les salons de Buckingham et le Royaume-Uni tout entier succombe au charme de la divine jeune femme et le reste du monde aussi. Alors, anecdote un petit peu marrante, mais Diana et Charles se sont vus que 12 fois avant de se fiancer. Et surtout, mais avec un protocole de dingue. Le but de la famille royale, la manœuvre, c'est de redorer son image avec une fille qui est jolie, qui est naïve et qui posera pas trop de questions. Et ils veulent aussi vendre l'histoire d'amour. C'est bon pour les affaires. Hein. Mais si Diana est effectivement une femme très belle, elle est pas si naïve que ça. Et vous allez voir que ça va poser quelques problèmes. Le 29 juillet 1981, 750 millions de téléspectateurs assistent au mariage du siècle. La mariée est radieuse, troublée, au point d'inverser les prénoms de son mari au moment de dire oui. Elle ignore encore que Charles est alors beaucoup moins heureux qu'elle. Oh bah le mec c'est comme aux fiançailles, hein. Oui bah bizarrement, Charles il est pas non plus hyper enjoué de se marier avec Diana. Lui préférerait déjà à l'époque que ce soit Camilla. Alors du coup, tout le monde va essayer de sauver les apparences, mais ce ne sera que de courte durée. L'illusion est parfaite. Beau souriant, le duo devient le power couple de Windsor. Mais en coulisses, Diana se sent bien vite seule dans les palais glaciaux où personne ne la prend par la main pour lui expliquer son nouveau rôle. Aussi, descend-elle régulièrement bavarder avec le personnel dans les cuisines. Eux lui apportent au moins un peu de chaleur.
Diana écrivait régulièrement des lettres sincères à ses amis, proches et au personnel, dans lesquelles elle partageait ses pensées les plus intimes. Certaines de ces lettres ont été vendues aux enchères après sa mort et elles révèlent son sens de l'humour, mais aussi sa solitude. Par exemple, elle confiait se sentir souvent comme un oiseau en cage. Et, d'après tout ce que j'ai lu, ce serait la pire période de la vie de Diana. Encore pire que la séparation de ses parents. Et le pire dans tout ça, c'est que non seulement on lui a rien expliqué de ce qu'elle devait faire, mais en plus, les relations avec la famille royale sont un peu tendues. Dans son journal intime, Diana documentait non seulement ses pensées personnelles, mais aussi ses frustrations envers la famille royale et ses espoirs pour l'avenir. Ses écrits restent très privés, mais certains fragments ont été mentionnés dans des biographies. Diana consultait régulièrement des astrologues pour comprendre sa vie et naviguer dans ses défis personnels, et elle croyait fermement en l'influence des étoiles sur son destin et s'en servait comme guide. Elle était également une fervente défenseuse de la médecine alternative. Et je voudrais nuancer un petit peu ce que j'ai dit juste avant. C'est une des pires périodes de sa vie, effectivement, entre ces moments de solitude et aussi les tensions qui pouvaient subsister avec la famille royale. Ça va aussi lui donner l'occasion d'avoir de nouvelles relations, et ça va d'ailleurs donner une scène qui est plutôt rigolote. L'événement se déroule au milieu des années 80. Diana passe une soirée chez des amis, notamment Freddie Mercury, l'actrice Cleo Rocco et l'humoriste Kenny Everett. Ils regardent la série télévisée britannique The Golden Girl en plaisantant et buvant quelques verres. C'est alors que l'idée audacieuse naît. Emmener Lady Diana dans un bar gay très populaire de Londres, le Royal Vauxhall Tavern. Diana est fascinée par l'idée de s'immerger dans un environnement totalement différent. Elle accepte avec enthousiasme. Pour éviter d'être reconnue, Diana est déguisée et ses amis lui prêtent une veste militaire, des lunettes de soleil et un chapeau en cuir. Elle est transformée en une sorte de jeune homme un peu effacé, et pourtant ce déguisement, simple, était incroyablement efficace. Dans le bar, l'ambiance est électrique, avec de la musique forte, des performances drag et une foule festive. Diana semble enchantée par l'énergie du lieu, riant et plaisantant avec ses amis. Elle aurait même commandé une boisson au comptoir sans être reconnue. Pour Diana, cette soirée a été une échappatoire totale à la pression de son rôle royal. Elle aurait confié plus tard que cette expérience l'avait profondément amusée et lui avait offert un rare moment de liberté. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'aurais été curieux de voir ça. Et à mon avis, la tête de la famille royale quand ils ont appris que Diana était allée dans un bar gay, à mon avis, oh là 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 là. Sachant que déjà de base, pour leur décrocher un sourire à l'époque, c'était quand même assez difficile, hein. Et heureusement d'ailleurs, pour compléter sa vie et assez rapidement après le mariage, elle aura enfin des enfants. La frêle jeune femme offre au trône un héritier. William, né le 21 juin 1982, suivi 2 ans plus tard par Harry. Diana est cette mère louve, possessive, complice, enjouée, mais aussi cette princesse que plébiscite toute une nation. On l'aime car elle est proche du peuple, concernée par les souffrances des uns et des autres, à l'aise dans n'importe quelle situation, et elle se bat pour les mal-aimés, les déshérités, et a un sacré sens de la communication. Et Diana, avec le temps, va être quelqu'un de très angoissé. Elle va notamment avoir très peur pour la sécurité de ses garçons, elle va avoir très peur pour sa propre sécurité, et elle ne voulait surtout pas que la famille royale mette trop de pression sur eux. D'autant qu'en coulisses, le prince Charles est légèrement énervé d'être moins populaire que sa femme. Et ça, il va lui faire payer. Le couple bat de l'aile assez rapidement. On apprendra plus tard que la princesse de Galles ne se faisait pas à sa nouvelle vie, subissant trop de pression médiatique et de la part de la famille royale. Le quotidien compliqué du prince Charles et de Diana Spencer reste flou. Entre révélations au profit du prince comme à celui de la princesse, selon les auteurs des nombreux livres à leur sujet, la relation secrète entre Charles et Camilla y est pour beaucoup. Désabusée, Diana Spencer aurait multiplié les relations adultères pour se venger. Et le problème, c'est que ça, c'est assez incertain finalement.
Le problème, c'est qu'on a énormément d'histoires qui ont tourné à la fois sur Charles, sur Diana et la famille royale, des histoires dans les tabloïds, dans les biographies, et le problème, c'est qu'on ne peut pas tout prendre pour argent comptant. Mais me tombez pas dessus, si je vous donne une information, c'est que je l'ai retrouvée plusieurs fois. Et c'est pas facile d'y voir clair, les mecs, hein. Et d'ailleurs, il y a même eu une rumeur qui disait que le prince Harry était le fils de son prof d'équitation. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, perso, j'y crois pas trop. À cette période, Charles et Diana n'ont plus d'amour l'un pour l'autre, et le prince Charles n'est que très peu atteint par les infidélités de son épouse. Leur relation finit par tourner au chaos entre jalousie et multiples scandales dans la presse. La reine Elisabeth II ne tolère pas cette situation qui la dépasse aussi, faisant descendre la cote de popularité de la famille royale au plus bas dans les années 90. Si l'héritier de Buckingham fait bonne figure au départ en coulisses, il négocie le divorce dès leur séparation le 9 décembre 1992. Ce dernier sera prononcé en août 1996. Et à ce moment-là, la vie de la princesse Diana bascule, mais dans le bon sens. Après son divorce, elle va notamment penser à se professionnaliser en tant qu'ambassadrice pour des associations. Et elle aurait même discuté avec des producteurs d'Hollywood pour faire des documentaires. Elle voulait sensibiliser à des questions mondiales. 3 ans plus tard, peu de temps après que Charles a reconnu avoir été infidèle à sa femme dans un reportage, Diana ourdit son coup de grâce. L'émission Panorama diffusée le 20 novembre 1995. Elle y révèle tout, sans filtre, dont le fameux « Nous étions 3 dans ce mariage, ça fait beaucoup ». Le monde entier entre dans l'intimité de son couple, de sa vie, et la monarchie est à 2 doigts de vaciller. Ah mais je vous avais prévenu, hein, les filles Spencer ont fait énormément de mal à la famille royale. Et d'ailleurs, Diana, à ce moment-là de sa vie, a envisagé de déménager aux États-Unis pour fuir les médias britanniques. D'après elle, c'était le seul endroit où elle pouvait avoir un semblant d'anonymat. Ce qu'elle voulait par-dessus tout, c'était être libre. Diana aimait la liberté et elle voulait être libre d'aimer Asnat Khan, le chirurgien cardiaque pakistanais qui a ravi son cœur, mais qui ne veut pas de sa vie publique, celle où les médias sont présents partout, tout le temps. Lorsqu'il rompt avant l'été 1997, Diana est déboussolée. Elle est au bout du rouleau. Alors, cette histoire, il y a plusieurs versions. Et il y en a surtout 2 qui reviennent. Donc c'est effectivement où ils se sont séparés à cause de sa vie publique, et d'autres ont sorti le fait qu'il y avait un problème de religion. Alors là, je voulais choisir celui que vous voulez, c'est vous qui voyez. Pour se changer les idées, elle accepte l'invitation de Mohamed Al-Fayed. Le milliardaire d'origine égyptienne l'a en effet convié en compagnie de ses enfants à venir passer quelques jours dans sa villa du sud de la France. Et ça va extrêmement bien se passer, et tellement bien en vérité que lorsqu'elle aura reconduit ses garçons à Londres auprès de leur père, elle va accepter de nouveau l'invitation de Mohamed Al-Fayed. Là, celle qui vient de fêter ses 36 ans y rencontre le fils du businessman, Dodi. Il a le même âge qu'elle et un certain charme qui ne la laisse pas indifférente. Et lorsqu'ils s'embrassent pour la première fois, la presse est là, sur des canaux pour immortaliser la scène. Diana vit l'instant présent, avec la perspective de serrer très prochainement dans ses bras ses fils, restés en Angleterre. Mais, avant de regagner Londres, Dodi souhaite faire étape à Paris. Aïe 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 aïe. Et là c'est pareil, il y a plusieurs versions de cette histoire. Il y en a certains qui disent que c'était simplement pour les caméras, d'autres que c'était une véritable histoire d'amour. Je vous laisse faire votre propre avis dans les commentaires. La princesse des cœurs suit son bel amant dans la capitale des amoureux, où elle débarque le 30 août. La presse les suit, les poursuit, jusqu'à l'accident de la route fatale sous le pont de l'Alma. À minuit 25, le 31 août, la berline dans laquelle la princesse et son playboy ont pris place alors qu'ils se rendaient au domicile du jeune homme après avoir dîné au Ritz s'encastre dans un pilier. Dodi meurt sur le coup, Diana en arrivant à l'hôpital. Et sur cette soirée, mine de rien, on sait pas mal de choses. On sait par exemple à qui Diana a passé son dernier appel téléphonique. Elle aurait appelé un de ses amis en disant qu'elle était très enthousiaste de son avenir avec Dodi. Mais ce moment de joie contraste énormément avec les événements qui vont suivre. Une vague de tristesse submerge alors le monde. Elisabeth II
tardera à lui rendre hommage, mais lui réserve quelques jours plus tard des funérailles dignes d'une reine. Le vide est immense, surtout pour ses 2 fils, contraints de ne pas pleurer au moment de dire au revoir à cette mère chérie. Goodbye, English Rose. Et à ce moment-là, le monde est meurtri, et tellement meurtri, que chacun a besoin de trouver des réponses sur le pourquoi, sur le comment. Même si la police a conclu un accident, certains ont besoin de plus. Ils ne croient pas en la version officielle de la police. À partir de février 1998, Mohamed El-Fayed, père du compagnon de Diana, émet des allégations sur le fait que les décès de son fils et de l'ancienne princesse n'étaient pas accidentels, mais plutôt le résultat d'une conspiration impliquant notamment le prince Philippe, époux de la reine Elisabeth II, et le MI6 sont toutefois amenés de preuves. Et quelque part, évidemment, on peut le comprendre, c'est un père qui vient de perdre son fils, il a besoin de réponses. Il n'est d'ailleurs pas le seul, car le père d'Henri-Paul, le chauffeur, nie que son fils ait été ivre au volant. Il prétend que les flacons de prélèvement sanguin ont été échangés au moment de l'autopsie, et Mohamed El-Fayed laisse entendre en outre que Lady Diana attendait un enfant de Dodi. Pour beaucoup, ce sont évidemment des théories du complot. Pour comprendre Lady Diana, il faut s'en tenir à des faits vérifiables. Il y avait par exemple une amitié profonde entre elle et Mère Teresa, avec qui elle correspondait très régulièrement. Elles se rencontraient même en privé pour parler spiritualité et charité. On a su également, bien après la mort de Diana, qu'elle envoyait beaucoup de cadeaux à des malades pour les soutenir de manière anonyme. Et voilà ce qu'elle était, authentique et discrète. Elle laisse aujourd'hui un grand vide dans le cœur des Anglais, enfin, dans le cœur du monde entier. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Caillou. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à me mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine. Et bisous.